Alors les amis, vraiment sortez vos carnets. Parce que Blériot l'a dit. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment comme à l'école. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à être comédien impactant, etc. On cherche à ce qu'à la sortie de là, de cette conférence, vous dites non, là, moi, je vais crier parce que c'est pas possible. Il faut que je prenne mes parts de marché. J'ai toutes les clés là maintenant. La prochaine personne que je vais appeler est une jeune femme que j'ai découverte totalement par hasard sur Instagram. Et vous savez, je fais partie des personnes qui n'aiment pas regarder des longues vidéos parce que c'est un peu saoulant. Mais elle, ces vidéos, je vous assure, vous la regardez non seulement jusqu'au bout et que vous avez des frissons à chaque minute. Tellement elle est puissante, comme j'aime dire. On l'appelle dans le jargon culinaire la reine du branding. La reine du branding des marques afro parce qu'en fait, elle prend votre marque et puis vous voyez un peu comme Coca-Cola, bam, vous passez de là à là. Est-ce que vous connaissez l'épicerie AFK? Vous voyez? Eh bien, voilà, elle a été aussi à l'origine du branding extraordinaire de l'épicerie AFK. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, commencez à applaudir, hein. Merci d'accueillir Oluwafemi Kijo, dit Femi pour les intimes. Femi est la fondatrice de Donkubi. Donc, Donkubi qui est une marque qui accompagne les marques justement dans leur branding. Merci beaucoup, Femi. Bienvenue. Alors, Femi aujourd'hui va nous faire une masterclass sur justement comment lancer une marque d'épicerie fine africaine. Femi, oui. C'est à toi. Vous m'entendez? Oui. Ok, super. Alors, merci Sonia pour cette présentation. Oula. Ma cheville a gonflé. Alors, je sens que tout le monde est hyper sérieux. Moi, lorsque je faisais mes cours d'amphi à l'école d'ingénieur, je n'aimais pas du tout les cours d'amphi. Donc, je me suis promise qu'un jour, si je commence à animer des masterclass, ce ne sera pas ennuyant. Parce qu'entreprendre, c'est déjà assez compliqué comme ça. Et on ne va pas non plus être un peu trop sérieux. Parce que tout le monde a sorti son carnet et tout. C'est bien, vous allez prendre des notes. Mais sachez, avant que je ne commence, que c'est le terrain qui commande. Donc vous aurez beau prendre des notes, tout ce que vous voulez. Si vous n'allez pas prendre des hypercutes sur le terrain, ça ne va servir à rien. Donc, si tout le monde m'entend, tout le monde est prêt, on va commencer. Alors, j'adore cette phrase. On dit, products are created in a factory, but brands are created in mind. Je sens que je perds déjà certaines personnes. Ce ne sera pas en anglais, ne vous inquiétez pas. Ça veut tout simplement dire, pour ceux qui ont séché les cours d'anglais, que les produits sont créés dans une usine, alors que les marques sont créées dans l'esprit. Et j'irai encore plus loin, je dirais dans l'esprit du consommateur. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que c'est ça qui va différencier un produit et une marque. Moi, je pense que tout le monde peut créer un produit, honnêtement. Avec Internet aujourd'hui, vous allez trouver différentes étapes, des fournisseurs, tout ce qu'il faut pour créer un produit. Mais créer une marque, ça demande beaucoup plus de temps. Ça demande de la jugeote, ça demande de la force, je ne sais pas quoi dire, mais de la consistance. Et c'est important qu'on puisse avoir ça en tête tout au long de cette masterclass. Je ne me suis pas présentée, je vais me présenter à la fin, parce que ce n'est pas le plus important. On est un peu en retard. Donc, pour faire la différence entre un produit et une marque, je vais vous demander de vous imaginer là en train de faire vos courses. Donc, vous voyez les prix, l'inflation, tout ça. Et puis, soudainement, vous avez envie de manger du chocolat. Une subite envie de chocolat. On ne sait pas pourquoi. Et là, vous arrivez dans le rayon et vous avez une multitude de marques devant vous, de produits. Vous voulez juste un chocolat, en fait. Là, le produit, ça va être... Le produit en lui-même, c'est le chocolat, en fait. C'est ce mélange de cacao, des fois pas bon, des fois bon, avec du sucre, de l'huile, tout ce que vous voulez. Des trucs, des fois, bien toxiques. Et c'est ça, le produit. La marque, par contre, ça va être, en fait, ce qui va vous interpeller. L'histoire, le packaging, l'identité, ce jingle dont vous allez vous souvenir, en fait. Ou quelque chose qui va vous attirer. Ah, ça a l'air intéressant. Je vais peut-être essayer de goûter à ça. C'est ça la différence entre, enfin, si on doit commencer comme ça, entre un produit et une marque. Je vais prendre un exemple très connu. J'aurais bien voulu prendre un exemple afro, mais voilà.
Tout le monde connaît Lindt, je crois. Ils séduisent par leur packaging très élégant, leur histoire, chocolatier suisse. On sait bien que le cacao, ça vient d'Afrique. Mais en tout cas, le savoir-faire suisse, l'élégance, c'est raffiné. Quand on mange ce chocolat, on se sent quelqu'un, on se dit « Ah, ça c'est du chocolat, moi je ne mange pas n'importe quoi, etc. » Le produit en lui-même, c'est juste le chocolat. Mais Lindt va créer autour de ce produit-là une marque. Et c'est ça qui va vous faire acheter, en fait, pour ceux qui aiment. Donc, eux, ils vont communiquer au niveau de leur cible. Si vous, c'est les premières marques qui vous intéressent, forcément, Lindt, c'est un peu trop cher. Mais si vous aimez tout ce qui est raffiné, si vous aimez vous sentir, si vous aimez consommer du chocolat de qualité supérieure suisse, vous allez aller vers Lindt. Donc, au fur et à mesure, vous allez comprendre ce que j'entends par là. Aujourd'hui, Blériot, déjà, merci Blériot pour cet honneur. Je vais animer cette masterclass, lancer une marque agroalimentaire africaine, les différentes étapes. C'est important, j'insiste sur le marque. Et du coup, ce sera divisé en 3 parties. Première partie, c'est créer un produit, de façon basique, les étapes. Sachez que ma vérité n'est pas votre vérité. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez sur le terrain, bref, lorsque vous arrivez sur le terrain, des fois, si vous n'avez pas votre feuille de route, vous allez être perdu. Moi, je vais donner les différentes étapes, mais après, vous aurez une histoire différente en fonction de votre produit. Mais c'est quand même des étapes à garder à l'esprit. Je vais faire un focus branding, parce que c'est le branding qui permet en fait de différencier un produit et une marque. Enfin, on aura l'honneur d'accueillir Eric Dimarati, qui a créé une marque de thé de luxe africain formidable, qui vous dira justement sur le terrain comment est-ce qu'il a fait. Donc, on va passer un peu de la théorie au concret. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Soyez pas trop sérieux là. Hein. Ce sera interactif peut-être. On verra bien. Donc, du coup, c'est ça qu'il y a au menu et on y va. Là, je sens que des personnes qui ont des marques d'épices, vous allez m'attraper à la sortie, mais il faut que ça soit dit. Il y a autre chose que les épices lorsqu'on parle de marques d'épicerie africaines, de marques agroalimentaires africaines. Le marché est vaste, l'Afrique est tellement riche. L'innovation, moi je pense qu'on doit penser innovation à l'heure là, indice économique comme on dit, à l'heure de cette inflation, il faut qu'on sorte du lot. Donc, excusez-moi pour les personnes qui ont des marques d'épices, qui veulent créer leur marque d'épices, mais je veux juste souligner qu'il y a tellement de choses. On a des céréales, on a des farines, on a des fruits, on a des légumineuses, on a du savoir-faire, on a beaucoup de choses à mettre en avant. Surtout ici dans la diaspora. Donc, c'est mon point d'attention pour vous. Je ne vais pas traîner là-dessus. Première étape, recherche et sélection du produit. J'ai pris cette image parce que c'est un peu ça. Lorsqu'on cherche une idée, on ne sait pas trop quoi créer. Franchement, il y a tellement d'informations. On se dit, mais comment est-ce que je vais faire? Du coup, il faut commencer tout simplement par étudier des produits alimentaires africains et leur potentiel. Pour ça, il faut regarder les chiffres, les publications, les sondages, regarder autour de vous, observer. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que les gens aiment consommer autour de vous? Tout prend, je pense, naissance par nous-mêmes. Par exemple, je ne sais pas si moi j'aime consommer des super aliments. Je regarde autour de moi, quelle marque a été créée? Est-ce qu'il cartonne? Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'il y a des statistiques? J'essaie de comprendre tout simplement au niveau des habitudes de consommation. J'essaie de comprendre en fait comment est-ce que ça fonctionne. Ça peut prendre du temps. Ne soyez pas pressés parce que vous allez avoir le temps de souffrir. Ne vous inquiétez pas. Mais prenez votre temps. Moi, je me suis dit, en tant qu'entrepreneur, je ne vais jamais vendre du rêve en fait. Vous montrer que voilà, on se réveille le matin, le chiffre d'affaires fait ça. En plus, sur les réseaux sociaux, moi, les gens me voient sur les réseaux sociaux, ils pensent que je gagne des millions. Voilà, je dis, mais on ne vous montre pas tout en fait. Parce que si on vous montre tout, vous n'allez jamais venir. Donc, on ne vous montre pas tout, c'est dur. Moi, je vous le dis, je ne vais pas mentir, c'est dur. Mais c'est possible. Si des gens l'ont fait, on peut le faire. Surtout si moi, la petite famille là, je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Donc, arrivé à ce moment, vous allez étudier les produits, vous allez sélectionner un ou plusieurs produits. Et vous allez commencer à voir les tendances, vous allez analyser le marché, les opportunités et surtout vos concurrents ou la future concurrence que vous allez avoir. Donc là, vous êtes au stade, je prospecte, je regarde, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher? Prenez votre temps. Il n'y a personne qui vous presse.
Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un monde où quand tu n'entreprends pas, finalement, tu n'es personne. C'est faux. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Je ne vous dis pas de ne pas créer vos produits, hein, mais je vous dis, tout le monde n'est pas fait pour ça. Donc, une fois que vous avez analysé le marché, vous avez sélectionné votre produit, on passe à l'étape suivante. Tester. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se cassent la tête parce qu'ils n'ont pas pris le temps de tester le produit. Plus il y aura un procédé de fabrication, de transformation, plus vous allez devoir tester en fait. Alors moi, je suis pas que je suis partisan du moindre effort, mais je n'aime pas trop rester en cuisine, donc je ne vais pas privilégier les produits qui demandent trop de transformation. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre passion, en fonction de ce que vous aimez faire. Donc vous allez formuler en fait tout simplement votre recette, sans trop de pression, pour voir comment ça se passe. Ensuite, vous allez tester. Alors là, franchement, j'insiste. Parce que des fois, on crée notre produit, on croit trop qu'on est arrivé, comme on dit. On se dit, oh, c'est bon, ça va cartonner, c'est super. On ne prend pas le temps de tester. Ou on va avoir des personnes qui ne veulent pas nous vexer, en fait. Je vais peut-être voir ma meilleure amie, mon père, ma mère. Ils vont me dire, Femi, c'est bon, hein, c'est bon. Mais je vais voir quelqu'un d'inconnu qui n'en a rien, excusez-moi, à foutre, de heurter vos émotions. Il va vous dire, mais écoute, c'est salé, c'est pas bon, c'est quoi ça, voilà, etc. N'hésitez pas à prendre ces hypercutes-là avant de vous lancer, parce que si vous êtes déjà lancé, vous avez déjà dépensé de l'argent, vous allez avoir mal pour rien. Donc, il faut vraiment tester. Tester le goût, la qualité, auprès d'un panel représentatif de consommateurs. Je ne peux pas vendre à tout le monde. Ça, il faut se l'enlever dans la tête. Je ne peux pas vendre à tout le monde. Donc, ce test-là va me permettre, en fait, de pouvoir voir, OK, mon produit correspond à telle ou telle personne, beaucoup plus des personnes avec tel ou tel palais ou j'en sais rien. Peut-être que le produit n'est même pas pour la communauté afro. Hein, parce que allez chercher l'argent partout. Si vous créez votre produit Made in Africa, ce n'est pas forcément après que des gens seront d'accord ou pas. Peu m'importe, moi je dis ma vérité. Mais vous pouvez décider de vendre à un autre segment qui a un palais un peu plus différent. C'est votre droit. Allez chercher des sous. Donc, vous allez tester, et maintenant vous allez faire des sondages. Chaque fois que vous faites tester, ce qui est intéressant, c'est de recueillir les avis. Comment est-ce que vous avez trouvé sur une note de 1 à 10, le goût? Ça dépend vraiment du produit que vous transformez. Donc vous allez aller sur le terrain, discuter avec les gens. Il ne faut pas être sensible. Franchement, ne prenez rien personnellement. Si la personne te dit c'est pas bon, c'est que d'une part, quelque part, ce n'est pas si ouf que ça. Donc il faudra encore retester. Donc je résume, formuler, tester, et faire des sondages, récupérer des métriques. Je pense que ce qu'on ne fait pas souvent, c'est de récupérer des chiffres, en fait. Et c'est super important pour la suite. Commençons à réfléchir comme des personnes scientifiques. Voilà. Jusque-là, c'est bon, je ne vais pas trop vite. C'est bon? Ok, super. Le mot-clé, c'est s'adapter. Et ça, c'est vraiment de façon générale, l'entrepreneur, c'est ça. Vous allez avoir une idée, vous allez la trouver géniale, et puis boum. Personne va, vous ne comprenez pas, en fait, c'est pas bon, ou restez ouvert, adaptez-vous. Peut-être vous avez commencé par cibler une certaine cible de consommateurs, après vous voyez que ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, adaptez-vous. Le plus important, c'est ça. Moi, je tiens à dire que cette histoire de vivre de sa passion, c'est pas trop, j'y crois pas trop. Il y a la passion, oui, mais après, des fois, tu ne peux pas monétiser ta passion, ou tu n'as pas encore les capacités pour. Adaptez-vous, think out of the box, comme on dit. Et il faut s'adapter. J'y vais rapidement, je parle beaucoup. Donc, le but, en fait, des 2 premières étapes, c'est de sortir de là avec le besoin des consommateurs et leurs attentes. À un moment donné, OK, j'ai cette idée-là de créer peut-être ma marque de super aliments. Voilà ce que les consommateurs, ce dont les consommateurs ont besoin. Voici leurs attentes. Si, par exemple, au niveau des épices, c'est moi, je veux faire gagner du temps en cuisine, etc. Voilà comment ça se passe, etc. Donc, moi, d'abord, ces 2 premières étapes vont me permettre de récupérer les besoins des consommateurs et leurs attentes. Et ce sera super important pour la suite. Là, j'ai envie de m'asseoir parce que vraiment, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Des fois, je m'embrouille avec des entrepreneurs. Je dis, mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que nous, là, je ne veux pas parler de communauté ou de quoi que ce soit, mais on a tellement approuvé. Quand on arrive avec notre produit, les gens nous mettent déjà là par rapport aux autres. Donc, on doit travailler 2 fois plus, 3 fois plus. Je n'apprends rien à personne ici. Du coup, il faut s'assurer de respecter la réglementation. Il y a des produits qui n'ont même pas de mention légale, qui n'ont pas de code barre, qui n'ont... Oh, non mais on est où là? Et vous voulez vendre dans des monoprix, dans des supermarchés et tout, etc. Vous rêvez grand.
quand on rêve grand, en fait, il faut faire les trucs en grand aussi, en fait. C'est deux poids, deux mesures. Donc, la réglementation, s'il vous plaît, il y a tout sur Internet. Limite, si vous ne savez pas, allez demander. Faites des tests, en fait. Des fois, moi, je dis, fake it until you make it. Si je veux créer un produit là, je vais faire un MVP rapidement, je vais voir, je vais aller me heurter. Imaginons, je veux rentrer dans une grande surface ou dans une belle épicerie et tout. Je vois déjà ce qu'on va me dire par rapport à ça. Je fais mes recherches et je m'assure de respecter la réglementation. Si vous ne respectez pas la réglementation, et là j'ai une histoire mais je n'ai pas le temps de la raconter, vous allez perdre de l'argent, vous allez revenir en arrière, vous allez refaire. En tout cas, si vous avez l'argent, ne respectez pas. Je vais prendre des exemples. On dit, en France par exemple, la réglementation impose un taux d'humidité maximal de 20% pour le miel. Est-ce que toi qui veux faire ton miel là, tu savais ça? En tout cas. Cela signifie que le miel ne doit pas contenir plus de 20% d'eau par rapport à sa quantité totale. Il y a beaucoup de personnes qui vendent du miel. Oh, j'ai du miel du Bénin, j'ai du miel du Kenya, machin. Je vais l'exporter en France. Tu arrives à la douane, tu arrives là où tu dois arriver, bim. Même toi, tu n'es même pas allé dans un laboratoire pour faire tester ton miel, pour voir s'il n'y a pas de résidus, pour voir si ça passe, etc. Mais c'est toi, tu veux créer une grande marque de miel. Bonne chance. Donc, il y a des réglementations à connaître. Des fois, je suis très dure parce que on n'a pas le droit à l'erreur, en fait. Et entreprendre, ça demande beaucoup trop d'efforts pour que pour des futilités, je ne sais pas, pour un manque d'attention, on puisse perdre des sous, et du temps. Donc, faites attention à cela. Par exemple, c'est la mode du sans gluten, là, actuellement. Bon, l'Afrique n'a pas attendu le sans gluten. Bon, anyway, c'est la mode du sans gluten ici, actuellement. Et les produits étiquetés sans gluten doivent contenir moins de 20 parties par million de gluten. Si tu ne sais pas maintenant, tu sais. Du coup, allez faire vos recherches par rapport aux produits que vous vendez. Est-ce qu'il y a des réglementations? Les basiques, c'est les mentions légales. Je n'ai pas eu le temps de les intégrer, mais allez sur Internet, vous mettez mention obligatoire à mettre sur son produit. Vous verrez comment est-ce que ça se passe. C'est important. Attention aux allégations nutritionnelles. Je vais laisser Eric en parler tout à l'heure pour ne pas perdre beaucoup de temps. Mais par exemple, si vous êtes dans les super aliments, ça favorise la croissance, ça donne, je ne sais pas moi, je ne vais pas utiliser ce mot qui me venait là, je ne vais pas utiliser ça. Donc, ça donne telle ou telle chose de l'énergie, je ne sais pas. Il faut faire attention aux allégations nutritionnelles parce qu'ils sont très, très, très cadrés. Même si on sait par exemple que le baobab, j'en sais rien, moi ça donne de la virilité ou j'en sais rien. Vous ne pouvez pas écrire ça comme ça en fait, il faut faire attention, ce n'est pas un médicament non plus. Prenez ça en médicament chez vous, mais il faut faire attention à l'écrire en fait sur votre produit. Donc attention aux allégations nutritionnelles, notez ça quelque part. En fonction de votre produit, ça peut être super important. Donc mention légale, réglementation et allégations nutritionnelles. On arrive à la partie du film que moi j'aime beaucoup, parce que c'est là mon expertise. Créer une marque. J'aurais pu passer directement à l'étape 5 si on voulait juste créer un produit. Mais nous, on n'a pas le choix en fait. On doit créer des marques. Et pour créer une marque en fait, il faut du branding. Et pour du branding en fait, il faut utiliser là ce que Dieu nous a donné, qui a beaucoup de potentiel là. C'est ça qu'il faut utiliser tout de suite. Comment est-ce que je vais me démarquer tout de suite de la foule? Je ne veux pas ressembler à tout le monde en fait. Je veux que dès que ma marque sort, on se dit ouais, cette personne a bien bossé. J'aime beaucoup utiliser ceci. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais passer rapidement. Mais encore une fois, c'est en anglais. But anyway, le marketing, en fait, c'est juste communiquer la bonne information au bon moment à la bonne cible. C'est tout ce à quoi le marketing sert. La publicité, c'est que je vais répéter sur différents canaux l'information que je veux envoyer. Public relations, on le sait tous. Donc, je vais plus miser sur le trust, sur la confiance. Par contre, le branding, c'est que subtilement, à travers mon positionnement, je vais venir faire dire à ma cible ce que je veux qu'elle dise. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Avec le branding, en fait, ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de consistance. Mais avec le branding, en fait, ce n'est plus moi qui fais la pub, en fait. C'est les autres qui font la pub pour mon produit. Et lorsqu'on arrive à ce point-là, on a tout gagné. Quand on fait un bon branding, je dis tout cela est important pour le produit, mais quand on fait un bon branding, tout va beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite, parce qu'on crée des ambassadeurs et non des clients. Parce que les gens viennent acheter votre produit. Pas peut-être à cause du produit même. Bon, j'ai envie de dire parce qu'ils vous aiment bien, mais ce n'est pas suffisant, parce que le jour où vous avez fait une petite erreur, là, c'est fini. Mais parce qu'ils aiment ce que vous projetez autour de la marque. Demain, moi, je sors peut-être une marque, je ne sais pas moi, de cajou enrobé
de sucre ou bien d'autres choses, demain, quelqu'un peut copier la même recette, en fait. On se connaît. Quelqu'un peut copier la même recette, le même packaging, la même couleur, la même façon de communiquer. La personne peut même s'appeler Femme, je ne sais pas. Mais la personne ne pourra jamais copier exactement mon branding, tout ce que je mets en avant. C'est pourquoi lorsque je veux créer un produit, je dois m'asseoir et me demander qu'est-ce que j'ai et que les autres n'ont pas forcément. Sur quoi est-ce que je vais mettre l'accent pour pouvoir vendre efficacement mon produit. Comme ça, demain, malgré la concurrence, on viendra vers moi. C'est ça qui est important. Donc, beaucoup de gens pensent que c'est juste le packaging, le logo, l'identité visuelle, voilà. Souvent, vous avez des projets, vous avez trouvé le nom. Tic, on appelle le designer. Oh, est-ce que tu peux me faire un logo, une identité visuelle? Non, mais déjà, on arrête ça. On arrête avec ça. Je dis déjà chez Dokumbi, si tu n'as pas de stratégie, personne ne te fait de logo ici, personne ne te fait d'identité visuelle. Il y a des personnes qui font des logos à 30 € maintenant, tu peux y aller, mais ce n'est pas notre façon de fonctionner parce que quelle est la plus-value en fait finalement? J'avance d'abord parce que sinon on va perdre du temps. Donc il faut une stratégie et moi je l'ai mis en 7 étapes et c'est ce qu'on fait chez Dokumbi. Première étape, les fondations. À part me faire de l'argent, pourquoi est-ce que j'ai commencé ce projet? Parce que si c'est pour faire de l'argent, ça ne va pas aller beaucoup loin. Ça va aller loin peut-être, mais une fois que vous avez trouvé une autre façon de faire de l'argent, vous allez lâcher ça. Donc, pourquoi est-ce que je me suis lancée? Pourquoi est-ce que j'ai commencé ce projet? Quelles sont mes valeurs? Où est-ce que je vais? Comment est-ce que je me projette? Ça, c'est important pour vous, déjà en interne, et c'est ça que vous allez projeter en fait autour de votre marque. Pourquoi moi je suis ici? J'ai répondu présente. Donc, j'habite à Marseille, écoute, c'est 3 heures et quelques de route. Parce que j'aime le why du village afro, en fait. J'aime leurs valeurs. J'aime pourquoi ils font ce qu'ils font. Donner à l'afro-food la place qu'elle mérite, parce que c'est ce que j'aime dire. Mais c'est justement pour ça, pour ces valeurs-là qui sont projetées. Donc, vous allez vous asseoir et vous allez définir votre why, votre vision, vos missions. Et ça va être votre feuille de route pour la suite. Ça va vous permettre de ne pas suivre les tendances, de ne pas tout le temps, oh, aujourd'hui, dès que tel influenceur fait comme ça, moi aussi je vais faire comme ça, etc. Vous êtes ancré. Après, vous allez analyser votre environnement. Pas analyser mes concurrents pour les copier, non. Mais pour voir ce que je peux faire différemment. Moi, il y a une technique souvent, et les réseaux sociaux, c'est formidable. Allez lire les commentaires. Allez sur Google. Regardez qu'est-ce que les gens pensent finalement. Est-ce qu'il y a des failles? C'est les failles qu'on veut rechercher en fait. S'ils font bien, qu'est-ce qu'ils ne font pas bien? Est-ce que c'est trop huileux? Est-ce que c'est que le CEO se prend trop la tête? J'en sais rien. Est-ce que vous allez analyser? Et je trouve que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une mine d'informations. Vous prenez votre temps, vous analysez, vous regardez. Finalement, qu'est-ce qui se passe et où est-ce que moi je me mets? Ensuite, vous allez positionner votre marque. Ça demande beaucoup de temps. De pouvoir analyser où est-ce que je vais me placer. Moi, j'aime cette phrase qui dit « Le positionnement, c'est l'art. » Parce que c'est un art, hein, l'art de se positionner dans la tête du consommateur, l'art de positionner mon offre afin qu'elle occupe une place précise dans la tête de mon consommateur. Donc moi, quels sont les mots? Il y a un exercice très simple qu'on fait chez nous. On va prendre une feuille, on va mettre différents mots. Quels sont les mots auxquels je veux que mon consommateur pense pour pouvoir penser à moi? C'est là la feuille de route commence. Donc si c'est, je ne sais pas moi, professionnalisme, excellence, luxe, premium, expérience client, j'en sais rien. Vous mettez tous les mots qui vous viennent à l'esprit et après vous allez pouvoir travailler dessus. Mais le positionnement va tout faire. C'est grâce au positionnement que vous allez pouvoir après faire votre logo, votre storytelling, tout ce que vous voulez. Comment est-ce que je me positionne? Je ne peux pas vendre à tout le monde. Je peux même vendre du piment, du simple piment en poudre. Mais comment est-ce que je me positionne dans la tête? Ce n'est pas comment je me positionne sur le marché, parce que comment je me positionne sur le marché viendra après. Mais comment je veux me positionner dans la tête des gens? C'est ça le positionnement en fait, et ça demande du temps. Il ne faut pas être pressé. Ce n'est pas, vous pouvez revenir en arrière et tout, etc. Mais une fois que vous avez une idée de votre positionnement, je vous promets, il y a des questions auxquelles vous allez répondre beaucoup plus vite. Ensuite, humaniser sa marque. Je mets le humaniser, j'aime beaucoup ce mot-là. On ne veut pas créer une marque générique en fait. On veut créer une marque qui a du sens. Il y a des personnes très vite qui humanisent leur marque à travers leur propre personnage, en fait, à travers leur propre histoire. À vous de savoir comment vous voulez humaniser votre marque. Est-ce que, je ne sais pas moi, c'est lutte contre la déforestation ou bien, je ne sais pas, lorsque vous vendez une chaussure, un produit, c'est reversé à une association en Afrique pour faire je ne sais quoi, je ne sais pas.
Humanisez votre marque parce que c'est ça qui va créer le lien émotionnel avec en fait l'audience. Là, on pense long terme, hein. On pense long terme. Parce que c'est du court terme, on peut faire notre petit marketing, nos petits buzz, là, aller chercher les influenceurs, faire nos trucs, on ramasse l'argent, 1 an, après ça commence à stagner, après on ferme, puis on passe à autre chose. Mais là, vraiment, si on veut faire dans du long terme, c'est important. Ensuite, structurez le message de marque. Très important pour votre communication par la suite. Donc, vous allez structurer votre message. Moi, ok, aujourd'hui, je vends peut-être des super aliments, mais quel est le message que je veux envoyer? Est-ce que c'est manger africain, manger sain? Est-ce que c'est, je ne sais pas, trouver le message de marque? Parce que ça vous permet de créer votre storytelling. Et c'est la partie du film que j'aime trop. Parce que l'être humain adore les histoires. On adore les histoires, on adore avoir du sens. On adore, lorsqu'on enlève notre argent de notre poche, c'est qu'on donne du sens à quelque chose. En tout cas, quand moi je sors mon argent, je vais savoir à qui je le donne. C'est important pour moi. On veut tous être héros d'une histoire, en fait. Des fois, il faut jouer sur la psychologie de l'être humain. On adore être des héros. On adore se dire, oui, moi j'ai été telle marque à faire ci. Moi je l'ai aidé à prospérer. Après, vous aimez bien le rappeler après. Mais on adore être le héros d'une histoire. Et c'est là, en fait, que vous allez aller chercher. Par exemple, si tu viens consommer dans mon épicerie, tu donnes à l'épicerie fine la place qu'elle mérite. Quoi, FK? Donc, du coup, on construit son storytelling, en fait. Et finalement, quand on sort notre argent, c'est pour un but. C'est ça qui va me dire, ah, dans une situation, il y a dans des situations données, on trouve que 50 €, c'est trop cher. Mais on nous met dans une autre situation face à d'autres personnes. Mais ça, c'est rien. 50 €, c'est quoi? C'est rien. C'est pas l'argent. Donc, on construit son storytelling. Après les 6 étapes, écoutez-moi bien, c'est après ces 6 étapes qu'on commence à penser à son identité visuelle. Parce que vous faites l'inverse, là. Puis on ne comprend pas. Après, vous voyez que, finalement, le jaune, ça ne fait pas si luxe que ça. Hein. Finalement, l'orange, là, c'est bizarre. Finalement, ce logo-là, ça ne donne pas ce que ça doit donner. Et puis, la communauté, vous aimez trop les trucs chargés. Ah, si je vends du baobab, je dois mettre l'image du baobab sur mon logo. Ou bien, je ne sais... Non, il faut arrêter ça. De la subtilité, s'il vous plaît. De l'élégance. Il faut montrer que nous aussi, on sait bien faire les choses, en fait. Donc, ce n'est que là que vous allez designer votre identité. Donc, il n'y a pas que l'identité visuelle, la manière dont vous allez parler. Si c'est de l'humour, si c'est du sarcasme, si c'est très pro, très carré, si moi, je ne me prends pas au sérieux. Donc, il y a ce qu'on appelle des archétypes. Notez ça, vous allez chercher sur Internet. Il y a 12 archétypes de marques qui me permettent de savoir finalement comment je vais communiquer. Est-ce que moi, je suis le charmeur? Est-ce que moi, je suis la personne qui blague beaucoup? Est-ce que moi, je suis monsieur tout le monde? Est-ce que moi, je suis la rebelle? Est-ce que moi, je veux casser les codes? C'est ça qui va accrocher les gens. Et ce ne sera pas générique, genre, ah, bonjour, bonne fête de Noël. Ou bien on a des publications où, finalement, c'est tellement générique. Achetez ce produit, il vous permet de... Non, on va arrêter avec ça tout de suite. Mais c'est là seulement que vous pourrez designer votre identité. Je ne vais pas traîner dessus. Après, on pourra en reparler. Donc là, j'ai fait mes thèses, j'ai sélectionné mon produit, j'ai commencé à travailler sur ma stratégie de marque parce que c'est continuel en fait. Tout le temps, vous allez travailler dessus. Le business plan. Je sais que je vais me chercher des problèmes. Je sais déjà. Oui, Sonia. Et avant de te laisser continuer, c'est hyper intéressant. Je veux juste rappeler d'aller, parce qu'à la fin, on arrive à la fin presque, hein, Fémi, on n'aura pas de questions. Là, je ne donnerai pas le micro, donc c'est maintenant qu'il faut aller sur le post de la conférence pour poser vos questions. Et moi, je les poserai à Fémi tout à l'heure. Okay. Fémi, je te laisse continuer. Merci beaucoup. C'est moi. Donc, le business plan. À un moment donné, il faut savoir où on va. Il faut écrire. Moi, je suis quelqu'un, quand je n'écris pas, ça ne se réalise jamais. C'est comme ça que je suis. On est à 100 à l'heure, on a nos vies, on a nos familles, on a tout ce qu'il faut. Tant que je n'écris pas quelque part que je veux faire telle ou telle chose, ça ne se produit jamais. Donc, chacun sait la manière dont il fonctionne. Mais le business plan, c'est important, surtout si vous voulez demander du financement. Là encore, je vais avoir un avis tranché. Si vous n'aimez pas, ce n'est pas mon problème. Mais, vous voulez créer une marque, vous ne voulez pas créer un restaurant, vous ne voulez pas créer une épicerie, vous ne voulez pas créer quelque chose qui demande un fort capital au début. Puisque vous allez sortir ce qu'on appelle un MVP. On va en parler tout à l'heure. Donc, en soi, pour créer, je ne sais pas, imaginons vous voulez créer une marque de thé comme Imarati par exemple. Vous allez faire un prêt alors que vous n'avez pas encore commencé. Bonne chance. Mais en tout cas, c'est important de formaliser. Maintenant, si vous visez tellement grand, vous avez à tester le concept, tout, etc., vous voulez demander un financement, je pense que le business plan, c'est important aussi pour avoir une trajectoire, pour savoir où est-ce que vous allez calculer aussi les coûts, hein, qu'est-ce qu'il me faut, etc. Faites-vous accompagner si vous ne pouvez pas le faire seul. Ça aussi, c'est un problème qu'on a.
si je ne sais pas faire, mais je vais voir quelqu'un qui sait faire. Je gagne du temps, je gagne de l'énergie, au lieu de faire des personnes qui sont trop intelligentes parce qu'ils peuvent tout faire, excusez-moi, hein, mais si je ne sais pas faire, je demande de l'aide et je demande à ce qu'on m'aide et je vais beaucoup plus vite. Quand on dit le temps c'est de l'argent, vous verrez quand vous allez vraiment être dans le jus, pour les personnes qui n'ont pas encore commencé, vous allez voir que le temps c'est vraiment de l'argent et l'argent doit sortir en fait pour gagner du temps, pour aller beaucoup plus vite parce qu'on ne connaît pas demain, surtout avec cette histoire de réchauffement climatique. Bref, on continue. Donc, vous pouvez tout écrire, votre business plan, on peut faire ça. C'est le terrain qui commande. Vous allez des fois bien écrire votre truc, ça va commencer. On a fait une masterclass avec AFK dernièrement, il disait il faut avoir un business plan pessimiste et optimiste. Je suis totalement d'accord. Parce que croyez-moi, rien ne se passe comme prévu. C'est trop beau. Ah, parce que ça a une belle étoile, je ne sais pas. En tout cas, tout le monde n'a pas cette chance-là. Moi, je sais que le terrain m'a fouetté. J'ai pris des hypercules. Je me suis dit, wow, ok. Alors là, être salarié, c'était pas si mal, hein, finalement. Mais c'est le terrain qui commande. Quel que soit, si vous voulez savoir, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils aiment ça? C'est le terrain. Allez sur le terrain, c'est le plus important. Et vous allez peaufiner votre business plan au fur et à mesure. Donc, faites 2 scénarios. Ah, si ça se passe bien, si ça ne se passe pas bien. On continue. Donc, vous allez sortir un MVP. Ça, c'est pour gagner de l'argent, pour économiser de l'argent et du temps. Je sors un produit minimum viable. Je vais le tester. Je vais faire le tour. Je vais voir, ok, finalement, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui va. Je vais tester le marché. Je peux même déjà commencer à communiquer, en fait. Vous n'avez pas besoin que le produit soit totalement prêt pour commencer à communiquer. En tout cas, c'est comme ça que je vois les trucs. Donc, je vais sortir un produit minimum viable. Je vais le tester, je vais aller sur le marché, je vais voir comment ça se passe. Je vais voir si c'est peine perdue, est-ce que je dois toujours envoyer cette démission ou pas, ou est-ce que je continue. Vous allez voir comment est-ce que ça se passe. Mais cette étape, elle est importante pour limiter les risques. Vous allez aller commander, je ne sais pas combien de pots de quelque chose, mais on me dit de me presser. Ah, je fais au mieux. Mais voilà, c'est important. Je continue rapidement. On entend? Quelqu'un dit pas grand-chose. Je sais pas si ça peut se demander. Plus fort. Bon, anyway, ce qu'il dit, parce que si moi je dis peut-être, moi ça vous n'allez pas comprendre. Mais comme lui gère déjà des milliards d'euros, s'il le dit, vous allez peut-être le croire. Par manque de réflexion, par manque de traction, par manque de visibilité, concentrez-vous pour poker, c'est-à-dire faire une preuve de concept, lancez-vous, trouvez du capital avec des investisseurs professionnels. Bon, c'est facile pour eux, mais ne vous mettez pas en risque personnellement. Ce qu'il dit tout simplement, c'est que lorsque vous commencez un projet, il ne faut pas tout de suite aller faire un prêt, vous mettre comme caution personnelle et tout, etc. Encore une fois, ça dépend du projet. Mais sachez à quoi vous attendre. Lui parle de business dans un investisseur, seulement ce qu'on est ici dans la communauté là. Donc ce n'est pas forcément évident. Mais allez-y pas à pas avec les moyens que vous pouvez mettre dedans. Moi je dis toujours, il faut toujours investir ce que je peux perdre. C'est la règle de base. De base. Si je sais que je peux perdre 10 000 euros, il n'y a pas de souci, j'y vais. Je sais que même si je perds les 10 000 euros là, la vie continue. Mais n'allez pas plus que ce que vous pouvez en fait. Parce que c'est le terrain qui commande. Je le répète encore. On continue. Donc, c'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas, on me regarde déjà là. Donc, néanmoins, la recherche de financement, il y a pas mal de choses à faire. Moi, je le dis, si on a créé Dokunvi aujourd'hui, franchement, moi, je remercie le branding parce qu'on a commencé par du love money. On avait un média appelé The Panafricanist. C'est par là qu'on a commencé par du crowdfunding et qu'on a commencé Dokunvi. Après, vous devez établir un budget. Identifier vos sources de financement. Donc, est-ce que c'est un fonds propre, c'est des prêts bancaires, des investisseurs privés, des subventions, mon meilleur ami, mon mari, je ne sais pas. Préparez un dossier solide. Si vous voulez demander des sous, je vais laisser tout à l'heure Eric en parler certainement. Mais sachez qu'il y a différentes solutions. Après, on n'est pas dans la restauration ici, donc on est sur créer une marque, sa propre marque de produits alimentaires. Je pense que vous pouvez partir sur fonds propres au début. Franchement, allez-y doucement, allez-y mollo, il n'y a pas à être pressé en fait. Et après, vous pourrez rajouter, si je commence par 50 échantillons, après je passe à 100, après je passe à 500, après je passe à 1000, j'y vais doucement. Vous n'avez rien à prouver à personne en fait. Chacun va à son rythme, vous allez à votre rythme. Il ne faut pas vous laisser influencer par les influences. Oh, je fais des milliards d'euros par an, machin. Allez-y à votre rythme, c'est important. Étape 7, la stratégie de communication. J'utilise beaucoup le mot stratégie parce que lorsque vous commencez sans stratégie, vous allez aller dans tous les sens. Ça ne va pas être beau, ça ne va pas être joli. Je ne dis pas qu'avec la stratégie, il ne faut pas encore revenir en arrière, mais c'est important d'avoir une stratégie. Donc moi, il y a une étude qui prouve que 60% des personnes font beaucoup plus confiance à une entreprise quand elle a un site internet. Moi, je trouve que c'est basique.
Maintenant, à vous de décider si vous en voulez ou pas. Il ne faut pas négliger les autres canaux de promotion, des dégustations dans des événements, comme ici par exemple, des partenariats, des collaborations. Et il faut co-créer. Moi, je le dis souvent, il faut co-créer pour aller beaucoup plus vite. On n'a plus beaucoup de temps, donc j'avance, désolée. Il faut arrêter de faire les trucs dans l'ombre. À un moment donné, il faut enregistrer sa marque. Si vous voulez vous faire certifier, il faut y penser. Les normes d'hygiène et de sécurité. On n'a pas le choix. Il faut faire les trucs proprement. Donc, il faut penser, en plus de la réglementation, aux aspects légaux. Il manque un petit S. Aux aspects légaux. Et enregistrer votre... De toute façon, aujourd'hui, là, si vous n'avez pas minimum enregistré votre marque, ce sera difficile d'ouvrir certaines portes. Donc, c'est important d'y penser à un moment donné. Maintenant, je préfère laisser à Eric parce que moi, on me stresse là déjà. Donc, la distribution et la logistique, c'est important. Alors là, bonne chance pour les fournisseurs, bonne chance pour les partenaires, bonne chance pour le stockage. Hein? Je pense que vous n'êtes pas prêts. Mais bonne chance quand même, si les autres l'ont fait, vous pouvez le faire. Est-ce que je vends en ligne ou en magasin? Quels sont mes réseaux de distribution? Si moi, je veux tout de suite cartonner et rentrer dans des hypermarchés et tout, à moi de décider, mais c'est quelque chose qui se prépare. Et souvent, ce n'est pas notre métier, en fait. Souvent, on se retrouve, quand on est au début, à être comptable, on est chargé de la logistique, de la communication, on est chargé d'accueil. On fait tout, en fait, finalement. Donc, à un moment donné, il faudra y penser, qu'est-ce que je peux supporter? Et l'aspect psychologique, c'est très important. Je n'en ai pas parlé. Je vous l'ai dit au début, entreprendre, ce n'est pas pour tout le monde, en fait. Sachez que vous allez prendre des coups. Il y aura des jours, et quand on parle d'ascenseur émotionnel, c'est vraiment vrai. Il y a des jours, ça va, franchement, vous serez tellement content, le chiffre d'affaires va faire, vous serez trop contente et tout. Demain, je ne sais pas moi, il y a un problème au niveau de votre produit, vous êtes à terre, vous revenez, il n'y a rien qui va, vous ne savez pas, vous n'arrivez plus à jongler entre vie privée, vie professionnelle, votre mari ou bien votre femme vous dit, hey, c'est le business ou c'est moi, c'est compliqué. Et c'est là qu'il faut vraiment s'entourer, l'environnement va vraiment compter en fait. Vraiment, si vous êtes dans un truc où la personne ne comprend pas ce que vous faites, sortez de là. Restez avec des personnes qui vont vous faire évoluer d'une manière ou d'une autre. Moi, chaque fois que je me pose la question, qu'est-ce que cette personne apporte en fait finalement? C'est égoïste peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'environnement, ça va être super important. On n'a pas parlé de l'équipe, de fixer son prix, etc. Mais de toute façon, après la conférence, je reste ouverte pour qu'on puisse discuter ensemble. Donc, j'ai résumé les différentes étapes. Bon, prenez une photo ici, non, on me regarde déjà trop là, side eye, s'il vous plaît. On y va rapidement et on pourra en discuter ensemble après. Il n'y a aucun souci. Donc, qu'est-ce que je suis, moi, finalement? Bon, je pense que Sonia a tellement bien fait le truc que je ne vais pas passer trop de temps dessus. Donc, c'est Oluwafemi Kidjo. Tout le monde m'appelle Femi et je suis CEO et cofondatrice de Dorkumbi. Chez Dorkumbi, en fait, on accompagne les marques Afro-Food à se démarquer grâce à leur branding. Donc ça va passer vraiment de la stratégie de marque au packaging, aux différentes réflexions à la communication, etc. Donc, à côté de ça, je suis brand stratégiste, donc j'ai un MBA en stratégie de marque et je suis ingénieur d'affaires à côté. Voilà, de façon générale. Donc, on pourra en reparler beaucoup plus tard, mais j'espère que les informations que je vous en données vont pouvoir... Vous pourrez penser à ma grosse voix après, lorsque vous voulez lancer votre produit, c'est important. Et encore une fois, on aura le temps d'en parler. Je vais passer la parole rapidement à Eric Dimarati. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Il va venir nous présenter, en fait, sa marque, comment concrètement lui l'a fait. Et il a aussi un message très important à vous partager, là. Je compte sur toi. Hein. Merci beaucoup, bonjour. Je vais essayer d'être concis. J'ai 10 minutes, donc on va faire le tour en 10 minutes. Je pense que ce que tu as dit, Femi, c'est vraiment important. C'est vraiment l'abécédaire du petit entrepreneur pour vraiment mettre sur le marché un produit qui a de la cohérence. Parce que justement, ce qui est important pour une marque, pour des produits, parce que vous allez évoluer, vous allez avoir des gammes, etc., c'est la cohérence. Et nous, chez Imara, on n'a pas révolutionné le monde comme Facebook, etc., parce que maintenant, on voit des entrepreneurs qui font des millions sur des levées de fonds, qui sont disruptifs, comme on dit. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas aller sur un segment où il y aura toujours de l'attraction, entre guillemets, il y aura toujours de la demande, qui est la guerre en Ukraine, qui est de l'inflation, parce qu'à la fin, on doit toujours manger. Ça, c'est super important. Ensuite, on s'est dit, on commence tous à en avoir marre du coca, de l'ice tea, etc. Et on veut aller vers le manger sain, manger bon, etc. Et je me suis dit, en Afrique, on a des trucs plutôt pas mal. On est en avance sur plusieurs secteurs. Mais c'est vrai que le thé, personne pense au thé africain. Et c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon associé, Tanguy,
blanc qui était au Kenya pour le boulot et qui m'appelle le 15 mars 2020. Vous vous rappelez ce qui s'est passé le 15 mars 2020? C'était le premier jour du confinement. Alors c'est sûr, nous on était tous enfermés en France. En Afrique c'était une autre vision, une autre histoire. Et il m'appelle en fait, dans une plantation au Kenya et me dit regarde ces feuilles, j'ai fait un safari, c'est super bien, viens on achète la plantation. Je dis on n'achète pas de plantation, on est au Kenya, tu sais pas ce que c'est, il y a une histoire. Par contre ce qu'on peut faire, c'est tu m'envoies des échantillons en France, je fais goûter à des sommeliers du thé, oui parce qu'il y a des sommeliers pour le vin, mais aussi pour le thé, et vu qu'on n'a rien à faire, on s'ennuie tous, je vais faire à peu près des échantillons pour 80 personnes et on va faire un testing en fonction de ceux qui consomment du thé, qui achètent du Daman, etc. D'autres qui consomment de manière occasionnelle, donc du Lipton, et ceux qui se disent pourquoi pas. Et on a fait ce test pendant 6 mois. Et il a été très concluant parce que les sommeliers de Palais d'été notamment nous ont dit mais c'est quoi ce thé violet, c'est dingue, nous on n'a pas ça, c'est très bon, c'est de la très bonne qualité, faut faire quelque chose. Et les gens qui nous ont testé notre thé, donc on avait 5 références, l'infusion hibiscus, le thé violet qui est un thé vraiment du Kenya, le thé jaune, le oolong et le noir, et ils étaient agréablement surpris. Donc on s'est dit, c'est agréablement surpris. Et de l'autre côté, on avait la plantation avec laquelle on travaille, qui nous a dit, mais nous on vend en Arabie Saoudite, en Chine, etc., mais l'Europe on n'arrive jamais à les toucher, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose? Mais on ne savait pas trop quoi. Et alors, on a réfléchi avec nos partenaires kenyans, parce que dans l'entreprise, il y a des Français, il y a des Kenyans. On essaye vraiment de mélanger les genres et de mélanger aussi les bonnes idées. Et on s'est dit, pourquoi pas travailler une marque qui présenterait le meilleur de l'Afrique sur le secteur du thé. Parce qu'on s'est rendu compte que le thé, c'est un gros marché. Quand on parlait justement de chiffres, le thé, c'est 200 milliards l'année. Donc on se dit, ça va, on peut, si on prend 5%, moi je prends les 5%. Ensuite, on s'est dit, tout le monde prend du thé d'Asie, on commence à se lasser, et le maté, la vague du maté, elle est finie. Pourquoi ce ne serait pas notre heure? Et enfin, on a aussi tout simplement des belles ressources, et on est sous-coté, parce qu'il faut savoir que le thé d'Afrique, c'est généralement le thé noir que vous buvez le matin à 2 €, pas très cher, etc. C'est ça ce qu'ils font avec notre thé noir. On s'est dit, pourquoi pas redonner ces lettres de noblesse? Et c'est là qu'on a créé Imara, avec un concept de collection. Vous avez à la mode les concepts de collection printemps, été, hiver, nous on va faire par pays. Donc on va nous-mêmes sur place, là par exemple mon associé Tanguy, là il est dans l'avion, il va au Kenya chercher nos nouvelles références, et on va travailler en local. Parce que c'est vrai que le thé c'est assez connoté colonial, on va dire. On prend le thé, on fait du négoce de thé, on va à un comptoir, on envoie ça en France et on vend ça à 20 €. Et on s'est dit, mais pourquoi la valeur ne serait pas sur le territoire africain pour une fois? Changeons le jeu, changeons les codes. Et c'est là qu'on s'est dit, on va essayer de faire au maximum sur un pays. Donc là, la première collection Kenya, c'est économie circulaire. C'est-à-dire que le packaging, c'est au Kenya. On nous a dit, ouais, il faut faire ça en Chine, ça coûte 2 fois moins cher, etc. Mais bon, moi je me vois mal produire en Chine, affréter un avion pour aller au Kenya, puis réaffréter un avion pour aller en Europe parce que c'est du produit fini. Donc on a choisi la simplicité et le logo, l'identité graphique, on l'a faite au Kenya avec un designer kenyan. On a bossé 6 mois dessus, c'est pas 30 € sur un site un peu douteux en Chine, et en 2 jours on a fait le truc. Non, on a bossé, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on veut représenter? Et on s'est dit on sait pas faire des trucs de masse, on n'est pas Lidl, même si je porte des Lidl. On aimerait bien avoir un produit quali, on veut pas être dans l'afro-food bas de gamme, mais on veut être dans l'excellence, le meilleur de l'Afrique. Et le meilleur de l'Afrique, on s'est dit c'est Africa Finest. Et on s'est dit on va être ça. Donc on s'est dit on va faire des packaging assez sexy, des thés que personne n'a, parce que sur le marché, il y a toujours les mêmes. Et surtout, au niveau de la traçabilité, ça c'était le pain point de tous nos concurrents. Si vous allez acheter du Daman, du mariage frère, vous demandez ça vient d'où, votre vendeur n'est pas capable de vous répondre. Et ça c'est quelque chose qui compte beaucoup pour les consommateurs, savoir d'où ça vient. Et nous, quand on nous dit ouais mais ça vient d'où, la plantation, moi je vous passe le patron de la plantation au téléphone, il n'y a pas de problème. Et surtout on a pris des parts là-bas pour assurer un suivi de qualité.
tu t'en parlais, nous on a un responsable des opérations qui gère toujours toutes les relations de la plantation jusqu'à l'aéroport quand on envoie je dirais, la marchandise. Et ce qu'on a fait aussi pour ne pas se louper sur notre lancement, c'est qu'on est allé voir la douane française avant notre premier affrètement pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les mettre au courant qu'on allait envoyer une cargaison pour être sûr de ne pas se faire prendre à la douane. Parce qu'on avait une précommande qui commençait à une semaine près. Donc si on se faisait prendre à la douane, c'était des milliers d'euros partis. Et enfin, je dirais, nous, notre stratégie, c'était de se dire, le digital, ça coûte trop cher maintenant. Après le confinement, les coûts d'acquisition, ils sont trop chers. On va faire un truc, c'est qu'on va aussi se travailler en distribution. Pas de la grande distribution, mais de la distribution spécialisée. En fonction de votre branding, il faut être aussi en cohérence sur vos revendeurs, quand vous allez vendre à des restaurants, etc. Et par exemple, sur l'Afrique, sur la communauté, ce qu'on a fait, on va dire, on va prendre les meilleurs de la communauté. Donc par exemple, on est chez AFK, parce que c'est la meilleure épicerie fine afro en Ile-de-France. On est chez Villa Massaï. On est chez le Jujube Paris. On est chez Raoul Colli, un grand chef africain, etc. Pour montrer, voilà, c'est le meilleur de l'Afrique, c'est un produit haut de gamme. Et après, vos clients, vos clients vont comprendre la valeur ajoutée de votre produit. Et si c'est 40 balles parce que c'est de la qualité, ils vont payer 40 balles parce que c'est de la qualité. Il ne faut pas avoir peur de son prix, il faut savoir l'assumer. Et ça, c'est le plus important parce qu'on connaît tous, c'est des entrepreneurs qui viennent qui disent « Ouais, c'est bien, ah non, je paye pas ça. Ok, je te le fais à 50. » Mais à force de faire du discount, après, les gens, ils veulent jamais payer ça. Et c'est le problème des sites qui se lancent, qui font toujours, qui vendent que en promotion. Faut jamais, moi, je suis l'anti-promotion. Je trouve que si tu aimes mon produit, tu l'achètes. Et enfin, surtout, pour éviter les problèmes de stock, regardez la législation. Par exemple, sur les produits secs, épices, etc., c'est la DDM. La DDM, c'est l'ancêtre de la DLC. C'est la marque qui la fixe. Mais fixez-en une juste qui permet justement au produit de ne pas se détériorer et d'avoir les meilleures qualités gustatives. Mais surtout, enregistre-le parce qu'après, vous allez devoir produire du stock, etc. Et surtout, externaliser tout ce qui est logistique pour pouvoir envoyer à un grand nombre et surtout, ne soyez pas radin sur les échantillons quand vous présentez vos produits parce que justement, c'est ça ce qui va vous permettre d'être référencé. Et quand vous allez ouvrir un commerce ou etc., c'est pas la première commande, vous allez gagner de l'argent, mais c'est entretenir une bonne relation, avoir un service client de qualité premium pour pouvoir justement faire du repeat. C'est là que vous allez grossir, commencer à faire du volume, réduire vos coûts, etc. Pourquoi? Grâce à un bon branding, grâce à une bonne valeur ajoutée et surtout grâce à un bon service client. Et pour finir, moi j'ai eu un problème avec AFK cette semaine. On lui a livré en fait nos thés froids glacés en bouteille cette semaine, qu'elle va exposer normalement la semaine prochaine, et elle m'a dit, Eric, elle m'a appelé à 14h, je faisais ma sieste. Parce que voilà, les entrepreneurs, il faut aussi qu'ils fassent des siestes. Et elle m'a dit, moi j'ai 3 étiquettes qui manquent parce qu'il y avait des bouteilles qui n'étaient pas étiquetées. Généralement, on n'aime pas les bonnes nouvelles quand on est entrepreneur. Et on se dit, ouais, on va laisser ça la semaine prochaine, on va l'appeler, etc. Mais bon, c'est pas sérieux, le client a le temps de voir des concurrents, etc. J'ai pris mon téléphone, c'est pas cool, parce qu'on dit il y a un défaut de produit, déjà on trouve pas des excuses, on dit ok, il n'y a pas de problème, je te le remplace et on trouve une date, je viens de te livrer, etc. Aujourd'hui elle les a reçus, elle est contente, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir bien valoriser les produits et les vendre, etc. Mais c'est des trucs comme ça qui font vraiment la différence entre vous et les autres. Voilà. Et voici les thés froids qui seront disponibles à la consommation sur notre e-shop lundi à partir de midi. Et je crois qu'il y a une petite surprise d'Apéraf parce que je crois qu'ils sont dans le coin qui va peut-être les proposer, je ne sais pas comment. Et ils sont sympas, ils sont produits avec nos thés, donc vous avez l'hibiscus. J'ai peur de votre avis sur l'hibiscus parce que c'est toujours... voilà, vous êtes des spécialistes de l'hibiscus. Il y a le thé noir. Et le thé violet, c'est sirop d'agave 100% bio. Et l'objectif, c'est vraiment de se retrouver au Kenya et d'avoir un thé de qualité, goûtu, où on sent vraiment le goût du thé et non pas le sucre du Fusty. Voilà. Excellent. Et franchement, vous avez été au top, Fémi et Eric. Vous avez géré le temps. On a essayé. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut applaudir à nouveau, s'il vous plaît? On va applaudir encore Fémi. Alors, on vous a demandé de poser des questions sur
sur le post Instagram. Malheureusement, j'ai pas de questions. Où j'ai tellement été parfaite que Voilà. t'avais Je rien à pense que tu as demander. été parfaite.